territoires sont enthousiasmants, nos territoires sont parfois usants en exercice, des conditions d'exercice particulières. Nos territoires ultramarins font face à des défis de toutes parts, climatiques, économiques, sociaux, environnementaux, spatiaux. On n'aurait pas assez d'une table ronde pour exposer vraiment tous les enjeux et vous les voyez défiler derrière l'écran. Donc chacun se présentera quand ils prendront la parole, mais au travers de ces témoignages, ces courtes illustrations qu'on voulait partager, on souhaite vraiment vous indiquer que sur les CHU et les territoires ultramarins, nous faisons le maximum pour transformer nos contraintes en opportunités et en levier d'action, avec un soutien toujours plein et entier de la DGOS qui témoignera via Bastien Morvan tout à l'heure, et puis il y a d'autres collègues de la DGOS autour de la table. Donc vraiment, vous indiquez que ces territoires sont enthousiasmants et que ces contraintes, on souhaite les transformer en opportunités. Je me tourne tout d'abord vers Rodrigue Alexander, avant ensuite de donner la parole à Ninon Gauthier pour la Guyane, puis à Eric Guyader pour la Guadeloupe et Lionel Calange qui nous parlera des enjeux de la Réunion. Mais d'abord, Rodrigue, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé en Martinique en octobre et globalement, comment le CHU a fait face à cette crise sociale en termes de continuité des soins. Oui, bonjour à tous. Rodrigue Alexander, effectivement, adjoint de Jérôme Lebrière sur la coordination département transformation numérique, biomédicale, qualité, recherche, relations usagers, des petites choses qui me rajoutent tous les mois derrière. Donc je reviens effectivement sur la crise sociale du mois d'octobre, septembre-octobre de l'an dernier. Des crises sociales, on en a régulièrement, mais celle-ci, on ne l'a pas vraiment vu venir. C'est-à-dire que sur l'établissement, au niveau du CHU, le mouvement contre la vie chère en Martinique a débuté sur le mois de septembre, 1er septembre. C'est un ultimatum qui était posé par un certain nombre d'acteurs aux décideurs locaux. Et nous, CHU, on a regardé ça en tant que spectateurs, en tant qu'usagers, les grandes surfaces qui avaient des difficultés à aller faire leurs courses, mais pas d'incidence directe. Tout a basculé sur une journée particulière, dans le cadre d'une rumeur sur les réseaux sociaux, avec des annonces sur les réseaux sociaux que l'État enverrait des renforts de gendarmerie à Martinique pour ramener le calme sur l'île. Et donc un envahissement jeudi après-midi de la piste de l'aéroport, impossibilité de faire atterrir quelque aéroport que ce soit sur la Martinique et tous les vols déportés. Donc très rapidement, ça a circulé sur les réseaux sociaux. Côté CHU, on s'est posé des questions sur les incidences que ça pouvait avoir chez nous. Jusqu'à là, pas grand-chose, jusqu'à ce que le préfet décide de faire évacuer les manifestants de la piste d'aéroport. Ces manifestants se sont retrouvés où? Sur les axes de circulation. Et donc la Martinique, pour ceux qui connaissent, il y a quelques axes principaux qui desservent l'ensemble du territoire. Donc on s'est dit qu'au niveau du CHU, ce serait peut-être compliqué pour les équipes de nuit de rejoindre leur poste de travail. Donc branle-bas de combat, activation de notre cellule de crise, activation du plan de continuité d'activité, alors qui n'était pas documenté sur ces éléments-là en particulier, mais qui était assez robuste sur les enjeux de plan cyclone. Donc quelques décisions prises assez rapidement, à savoir déjà de rappeler aux équipes qui quittaient leur poste à 21h de ne pas partir. Alors, ça semble évident comme ça, mais parfois il faut quand même rappeler ce que sont des évidences. Arriver à communiquer via le truchement des cadres de santé avec les équipes qui commençaient à travailler la nuit à 21h, leur demandant de venir un peu plus tôt parce que la circulation ne serait pas aisée sur l'île. Gérer une logistique pour faire dormir sur place ceux qui n'arriveraient pas à partir, parce que quand vous avez un axe principal de l'île qui est bloqué, des forces de l'ordre qui sont en recul, qui courent, parce qu'il y a des manifestants qui les poursuivent, des tirs à balles réelles, c'est un peu compliqué sur ce soir-là en particulier. Et donc, organiser des lits picots qu'on avait sur nos plans cyclones, des zones de recul sur nos hôpitaux de jour pour permettre au personnel qui était là jusqu'à 21h de rester, pour ceux qui étaient relevés, de rester sur place dans l'établissement. Donc, première décision assez classique qu'on pourrait prendre dans un établissement comme le nôtre, avec une cellule de crise, 18h, 8h, midi, parce qu'on savait que la crise durerait dans le temps. Quelque part, il y a eu deuxième niveau de bascule sur cette première soirée. On est sollicité, le directeur général est sollicité par les collègues du SMUR en disant « Monsieur le DG, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit sortir de l'hôpital ?» Parce qu'encore une fois, les informations, on ne les a pas de manière officielle. C'est les réseaux sociaux, les boucles WhatsApp, ce qui est publié sur Instagram. Et on voit des véhicules en feu à l'entrée de l'hôpital, véhicules en feu qui bloquent la circulation. On sait qu'à tel ou tel endroit, les forces de l'ordre arrivent à lever des barrages, mais les barrages se repositionnent 5 minutes après quand ils partent sur le barrage d'après. Donc le SMUR qui nous demande qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête un SMUR? Donc branle-bas de combat, là, initiative direction établissement, mettre autour de la table virtuelle sur un Teams le patron de la gendarmerie, le DGA de l'ARS qui faisait l'intérim de la direction générale,
derrière ça des représentants du SAMU pour se dire, bon, ben, finalement, les SMUR, on les sort ou pas. Et donc, on arrive à un consensus qui dit qu'on n'a pas la certitude que nos véhicules peuvent atteindre 5 km, 10 km derrière et qu'on ne les fait pas sortir. Et tension sur le territoire avec l'ARS qui nous dit, vous avez une exigence de service public, vous devez sortir. Alors que les gendarmes à côté nous disent on ne peut pas garantir votre sécurité, qu'il y a des gens qui se font agresser sur cette soirée-là. Donc autant vous dire que les relations étaient assez tendues avec qui l'ARS et qui un certain nombre d'acteurs. Et on en est sorti comment par une place du CHU La Martinique dans le COD de la préfecture. Donc une représentation dans ce COD qui nous permettait d'avoir une visibilité sur les axes de circulation, parfois des départs d'hélico pour vérifier si les axes étaient disponibles et permettre à ce SMUR, qui finalement a été arrêté pendant 1h30, de tourner. Ça vous donne une illustration, des exemples comme ça, je pourrais en citer quelques dizaines, mais pour vous montrer un peu le paroxysme sur la crise. Deux éléments sur lesquels je souhaiterais peut-être insister, sur les enjeux de communication. C'est extrêmement difficile quand on arrive sur ces situations-là parce que tout le monde est pris de court, comme tout le monde a été pris de court sur d'autres crises au niveau national, mais là singulièrement parce que ça va assez vite, des événements qui s'enchaînent et vraiment des gens qui battent retraite. On a un patron de la gendarmerie qui nous dit, écoutez, moi je peux vous garantir que vous arrivez à circuler dans un sens, mais 15 minutes après, je ne vous garantis pas qu'on est capable, et pour venir vous aider, il faut que je me fasse aider des patrouilles de gendarmerie des autres communes de l'île, donc très tendu et très compliqué. Donc sur ce volet-là, arriver à communiquer avec nos personnels, arriver à communiquer avec nos patients, parce que les premières décisions qu'on prend, parce qu'on sent que ça va être un peu compliqué le lendemain et le surlendemain, c'est de lancer des déprogrammations. Mais faire des déprogrammations quand on demande à un certain nombre de personnels de privilégier le télétravail et de rester chez eux pour ne pas prendre de risques, compliqué à organiser, donc ça pose des questions de communication avec nos structures. Donc on y réfléchit dans le cadre de la transformation numérique. On a beaucoup d'enjeux, d'applications de télésurveillance, d'applications de préadmission en ligne, de prise de rendez-vous en ligne, et donc de voir par le truchement de ces solutions-là, voir comment est-ce qu'on peut arriver à toucher rapidement nos patients pour faire passer les informations. Le deuxième élément sur lequel je pourrais éventuellement insister, parce qu'on pourra en parler pendant des heures de cette crise, et je vois qu'on doit rattraper la table ronde précédente, c'est ça ? Et donc sur ce volet-là, c'est quelque part arriver à conserver le niveau de confiance avec la communauté hospitalière. Si on a tenu, parce que je vous ai parlé des premières 24 heures, mais ça a duré plusieurs semaines cette crise, ça a duré plusieurs semaines jusqu'à la fin de l'année. Donc arriver à maintenir ce niveau de confiance, c'est quelque part arriver au-delà de la gouvernance stratégique, arriver à toucher les personnels sur le terrain. Donc cette première soirée, on se retrouve tous les trois à dormir sur un matelas, dans le bureau à côté du bureau du DG, et passer 3 mois, oui, on en avait un chacun. Chercher des vêtements à la cuisine dans la vraie vie et arriver à passer sur le terrain, visiter l'ensemble des services du site principal pour aller saluer les équipes qui sont restées, qui ont doublé, donc qui ont passé des journées parfois de 24 heures continues sur le site, et ensuite de l'organiser sur le temps long avec l'équipe de direction, des volontaires, de binômes de direction pendant un mois qui tous les jours allaient sur le terrain. Il y avait toujours un binôme de directeur qui allait dans tel ou tel service sur l'ensemble des sites de l'établissement pour voir les personnels, rencontrer leurs difficultés. Quand c'est extrêmement touchant de se retrouver sur le terrain, une infirmière qui vous dit « je suis venu travailler parce que ça me semble important, mais j'ai passé un premier barrage, on m'a caillassé ma voiture, j'ai passé un deuxième voyage, on m'a menacé, troisième barrage, on m'a demandé de payer, mais je suis venu travailler quand même malgré tout ». Donc c'est important qu'on puisse être présent sur ces volets-là. Sur les personnels, arriver également à reconnaître cet investissement-là de manière générale avec une rémunération en heures supplémentaires, décision qui a fait consensus très rapidement. Quand vous demandez à des équipes qui travaillent 10 heures la nuit de venir travailler de manière systématique pendant un mois, 12 heures, il faut arriver à reconnaître cet élément-là. Et puis, autre enjeu plus large de communication générale en dehors de l'établissement, parce que si la crise a tenu, c'est parce qu'il y avait effectivement des gouvernances mobilisées, mais parce qu'il y avait des personnels qui avaient le souci du patient de manière générale. Donc, je ne serai pas beaucoup plus long sur ce volet de crise. Vous me direz, sur l'Hexagone, on retrouve des crises de ce type-là. Mais la difficulté qu'on a, c'est que dans la crise, il y a une crise, c'est-à-dire qu'on est obligé de répartir les enjeux dans l'établissement. Parce que pendant que le directeur de garde gère la première semaine, pendant que le directeur des situations sanitaires exceptionnelles gère la suite, le DG derrière doit gérer les autres crises parce que la réalité, c'est qu'il y a des tensions, il peut y avoir des débrayages sur tel ou tel service parce qu'il y a des enjeux de personnel sur un conflit latent depuis longtemps. Il peut y avoir des problématiques environnementales derrière parce que vous n'êtes pas à l'abri pendant les 2 mois d'une onde tropicale et puis une alerte et des pics de circulation sur le territoire. Et puis derrière ça, la réalité de nos établissements avec des trésoreries exsangues, des ruptures d'approvisionnement qui font que tous les jours, ça remonte en direction générale que de décider qui est-ce qu'on paye, qui est-ce qu'on arrête de payer parce qu'il n'y a plus de médicaments. J'ai essayé en quelques minutes de vous resynthétiser cette crise. Ouais, merci Rodrigue.
Merci Rodrigue, ce regard est très clair. On essaie toujours de positiver, on a nos sujets, nos crises, mais l'important c'est qu'on essaie de se réinventer au quotidien. Ninon Gauthier, indique-nous sur ce territoire qui est le plus grand territoire, enfin le plus grand département français, avec un CHU tout jeune, naissant, comment vous fonctionnez en Guyane? Est-ce que les enjeux sont aussi divers? C'est un territoire éloigné, mais c'est un territoire des plus vastes. Merci Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Donc Ninon Gauthier, je suis directrice du centre hospitalier de l'Ouest guyanais et donc du futur site CHU, site Saint-Laurent du Maroni. Effectivement, résilience est la thématique de notre table ronde aujourd'hui sur nos CHU ultramarins. Nous, on peut dire atypique dans la façon dont on a installé le CHU, et c'est le moment de souligner aussi tout le soutien qu'on a eu depuis juillet 2024 jusqu'à aujourd'hui, mai 2025, de l'Agence régionale de santé de Guyane et de la DGOS ici présente, parce qu'on est atypique dans le sens où on a cherché un format administratif qui puisse convenir à la spécificité de notre territoire. On n'est pas rentré dans une case, il n'y a pas de case, on a cherché la bonne case, et la bonne, c'est la nôtre, c'est celle qu'on construit pas à pas chaque jour pour installer ce CHU de Guyane. Donc pour vous faire un petit retour en arrière pour là où on en est aujourd'hui, et que tout ça soit bien chaîné dans la compréhension de notre mise en place de ce CHU. Christophe Bourriat, que je représente aujourd'hui et qui ne pouvait pas être là, a préfiguré le CHU de Guyane avec les équipes des directeurs adjoints de chaque direction fonctionnelle basée à Cayenne, et qui ont pris la préfiguration des directions territoriales du CHU en devenir. On s'est d'abord constitué en groupement de coopération sanitaire de moyens en juillet 2024 pour devenir groupement de coopération sanitaire établissement de santé, et installer un 4e établissement qui est la préfiguration du CHU de Guyane, qui est devenu le 15 mai dernier CHR, Centre hospitalier régional de Guyane, et c'était un vrai événement pour nous. Ça tombe au moment du salon, et c'est vraiment une belle étape pour pouvoir ensuite signer en juin notre convention avec l'université, qui a également volé de ses propres ailes. Et je pense que vous pouvez voir aussi notre logo sur notre tout nouveau logo sur les tote bags qui vous ont été distribués. On a un ibis qui prend son envol. Ibis, oiseau emblématique de notre territoire. On prend notre envol aujourd'hui. L'envol va aller jusqu'à la signature de la convention U pour raccrocher le U universitaire pour notre CHU. C'est la dernière étape, et pour arriver à cette étape-là, l'UFR qui était installé s'est dissocié en juillet 2024 des Antilles Guyane. C'est aussi, je pense, vraiment le moment de souligner qu'on est aussi dans un mode de compagnonnage entre nous tous, au niveau des CHU. Ce CHU de Guyane, il a aussi son existence parce qu'on a été porté jusque-là en tant qu'établissement autonome avec des collaborations fortes, et notamment avec la Martinique. Mais le collectif ultramarin est vraiment vivant et moteur. Donc on a pris notre envol au niveau de l'UFR pour pouvoir ensuite passer à ce volet U. On a pu désigner un doyen, le professeur Coupier, et un vice-doyen, le professeur Naché, en avril dernier. Et on signera en juin cette convention universitaire. Donc voilà, ça, ce sont des étapes importantes. C'est cette innovation administrative qu'on vit au jour le jour. Mais au fond, nous sommes un CHU comme un autre. Un CHU en devenir, un CHU qui va s'installer d'un point de vue juridique, mais un CHU comme un autre, avec tous les attributs d'un CHU. Notre projet médico-soignant va se décliner. On a des objectifs qui sont d'améliorer et de fluidifier les parcours des patients, d'organiser et d'optimiser nos blocs opératoires en commun, de développer des spécialités à fort enjeu comme l'orthopédie traumatologique, la stomatologie, l'ORL, la chirurgie digestive, et aussi dans cette structuration du CHU,
d'être au plus proche de nos bassins de population, d'être en proximité. Et c'est bien aussi une spécificité de ce CHU de Guyane. On a intégré dans l'organigramme du CHU une direction hôpitaux de proximité et CDPS, nos centres qui vont au plus proche de la population. On a quand même une configuration géographique, il faut l'avoir en tête, où on a une superficie équivalente au Portugal. On a pour 300 000 habitants, avec une dissémination entre des populations très urbaines et des populations qui sont dans les territoires de l'intérieur ou sur les fleuves qui sont de part et d'autre, à l'ouest le Maroni et à l'est l'Oyapock. On est bordé par le Suriname et le Brésil, et il faut pouvoir aller vers. Et un des enjeux de notre CHU, c'est vraiment d'aller vers les populations et de développer l'offre au plus proche de tous ces territoires. Donc cet ancrage territorial et cette proximité, elle est traduite par cet organigramme de CHU voilà, qui s'installe. Et pour conclure, je sens qu'il faut conclure, on est bien sûr aussi sur des missions de fidélisation et d'attractivité. Le volet recherche, le volet universitaire va nous permettre aussi de donner des perspectives à nos professionnels médicaux notamment et nos profils de praticiens diplômés hors Union européenne pour leur proposer autant que possible de pouvoir consolider leurs compétences sur notre territoire. Merci. Merci Ninon, bienvenue au CHU de Guyane parmi nous. Lionel, je me tourne vers toi. La Réunion, un pic épidémique chikungunya atteint très récemment. Garance qui a fait des siennes en février 2025. Le soutien plein et entier de la Réunion à nos amis de Mayotte en décembre. Dis-nous comment, toi, CHU de la Réunion, les points saillants que tu souhaites partager dans cette table ronde sur ces quelques courtes minutes d'intervention. Merci Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être quelques mots sur le CHU de la Réunion. C'est l'avant-dernier, bravo à la Guyane. CHU, il a été créé en 2012, il est récent. C'est le CHU de la France dans l'océan Indien qui couvre une population de 1 200 000 habitants de recours avec Mayotte, la Réunion 900 000 habitants. C'est un opérateur d'importance vitale et c'est l'établissement aussi support du GHT, du groupement hospitalier de territoire Réunion, qui comporte 4 établissements. On est aussi en direction commune avec le groupe hospitalier Est Réunion. Je salue les représentants du GHER ici présents et on y tient beaucoup. Et donc, évidemment, c'est aussi, 13 ans après, ce CHU, c'est devenu un objet de confiance, un marqueur aussi de la société réunionnaise. Et il faut dire aussi que les 2 dernières crises, le Chic et évidemment le cyclone Garance, fin février, ont été évidemment, ça a traversé la société réunionnaise, la Réunion, mais le CHU et le tissu sanitaire a été évidemment en première ligne dans cette crise. Alors peut-être pour parler de crise, il faut revenir à l'étymologie. En grec, crise, ça vient de krinein, c'est un moment de révélation, c'est un moment de jugement. C'est le moment où on est en capacité de juger de l'état de résilience, de l'état de préparation, de l'état de préparation d'un tissu sanitaire et d'un établissement de santé. Et on peut dire aussi, alors c'est pas propre au territoire ultramarin, on voit aussi dans l'Hexagone, mais que la crise devient un petit peu permanente. Alors que dire d'un état de crise qui devient permanent? Parce que la crise, elle est climatique. À La Réunion, elle est évidemment avec le cyclone, elle est sanitaire, avec le Chic, elle est sociale. On a fait un baromètre récemment de l'état évidemment des troupes, du moral des troupes, qui n'est pas forcément au beau fixe, parce qu'on est sur un territoire qui a également une crise capacitaire. À La Réunion, on absorbe, on va dire, la même demande de soins dans les hôpitaux publics et privés avec 12% de lits de médecine, de chirurgie obstétrique en moins que dans la moyenne hexagonale, 31% de lits de SMR et 30% de lits de psychiatrie. J'ai vu qu'il y avait des représentants des établissements psychiatriques. Donc la crise, elle est sociale, elle est climatique, elle est capacitaire, elle est financière, évidemment, puisqu'on a un CHU qui a un déficit qui est revenu dans la tendance des CHU hexagonaux. Et donc, évidemment, elle est médiatique. On peut dire qu'il y a une forme de passion, d'amour des médias réunionnais pour les sujets hospitaliers, finalement. Rien que sur les 2 dernières semaines, on a eu 10 ou 12 articles qui concernaient nos établissements, évidemment.
il y a un sujet de passion, en tout cas, il y a un sujet vraiment de grand intérêt, de très très grande marque d'intérêt des médias à La Réunion pour les sujets hospitaliers. Et évidemment, il faut trouver dans ce contexte-là, résilience, des solutions. Innover, évidemment, puisque La Réunion, c'est un territoire de solidarité, c'est un territoire de résilience, c'est un territoire d'innovation, on l'a vu hier. Donc évidemment, notre communauté hospitalière qui gère crise sur crise, ça devient finalement une forme d'ADN, de gestion de crise, et ça devient un petit peu enraciné, ça devient, on va dire, partie prenante, partie constituante de la culture de l'établissement. Alors peut-être pour vous parler de Garance, le cyclone, ça a été un événement climatique de forte magnitude, puisqu'on a eu des vents à 200-240 km/h. Je pense que dans les Antilles, vous avez connu ça aussi, il y a pas très longtemps. Et donc évidemment, ça a touché l'hôpital. Il faut savoir que gérer un cyclone, c'est pas pendant une alerte rouge où tout le monde se retrouve ensemble. Il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. C'est une gestion d'une semaine à peu près. Mais le retentissement de la gestion d'un cyclone, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En réalité, quand vous gérez une crise climatique de cette ampleur, c'est quelque chose qui va durer pendant des semaines et mobiliser la communauté hospitalière pendant des semaines. Évidemment, lorsqu'on gère un cyclone, c'est une réorganisation profonde de l'offre de soins de l'hôpital avec mon directeur médical de crise, Philippe Oquidan, que je salue ici. C'est une gestion de crise qu'on a faite avec une cellule de crise unique, CHU-GHER. Il faut savoir que pendant 72 heures, on avait 1800 professionnels dans l'enceinte de l'hôpital qui se relayaient, qui se succédaient, qui ont géré à l'échelle des deux établissements cette crise. C'est toute une gymnastique organisationnelle, sans entrer dans le détail. Il y a des déprogrammations d'activités opératoires, puisque le cyclone est arrivé les 27 et 28 février. Donc on a déprogrammé en phase d'alerte rouge toute l'activité opératoire. On a accueilli les patients d'HAD, les patients en risque, les patients vulnérables aussi, parce qu'il y a une nouveauté dans le plan Orsec, c'est qu'on doit accueillir les patients vulnérables. On sait que les CHU et les établissements de santé, c'est un peu les hommes à tout faire, si je puis dire, du système de santé. Donc là, il y a une notion aussi de patients vulnérables qu'on doit accueillir pendant l'alerte cyclonique. On programme les dialyses. Et évidemment, pendant 72 heures, c'est toutes les astreintes médicales qui sont transformées en garde sur place. Et c'est le principe de la double équipe, c'est-à-dire qu'il y a deux équipes paramédicales qui se succèdent tout au long de l'alerte. Alors je vais peut-être insister sur le bilan, évidemment, de cette gestion de crise, le rétexte qu'on a tiré comme enseignement. Les appels au niveau du SAMU ont été doublés parce qu'évidemment, il y a une forte inquiétude de la population. On a dénombré quand même des dégâts sur les réseaux, sur les infrastructures, sur les bâtiments, sur les matériels. 150 sinistres qui ont été enregistrés. Et puis, je vais parler du GHER, un groupe hospitalier Est Réunion, parce que là, on a eu des vents qui ont fait céder les fenêtres. On a dû déplacer, du fait des fenêtres qui ont cédé ou qui ont éclaté, 61 patients pendant l'alerte rouge. Ça a été vraiment très, très impressionnant en termes de... on a fait beaucoup de visuels aussi, on pourrait les partager. Et on a eu également une crise hydrique, parce que sur le GHER, on dépend d'une bâche à eau pour l'alimentation en eau. La société qui nous alimente en eau a eu une rupture d'électricité et donc indirectement ça a créé une rupture d'approvisionnement en eau. Ce qui fait que pendant une semaine, moi j'ai eu peur qu'un hôpital de 300 lits MCO n'ait plus d'approvisionnement en eau. Et on a mis 9 jours exactement pour retrouver des conditions normales d'approvisionnement. Donc très anxiogène évidemment. Et on a dû gérer évidemment avec énormément de résilience, des données vraiment très précises de ce type-là. Un bilan financier, naturellement, puisqu'il y a une mission d'inspection interministérielle qui est dépêchée et qui va évaluer l'impact sur les réseaux, sur les bâtiments, sur les infrastructures. Juste deux chiffres, les impacts estimés sur le CHU, 3,8 millions, à la fois en surcoût et en perte d'exploitation sur 2025, et à peu près 1 million d'euros sur le GHER. Et on peut dire qu'il y a aussi une forte solidarité entre les deux établissements, puisque tous les patients dialysés dans la phase qui suit le cyclone, c'est-à-dire la phase de sauvegarde, c'est au moment où l'alerte rouge est levée, tous les véhicules, en tout cas la relève des personnels se fait. D'ailleurs, les personnels ont pris des gros risques, parce que pour arriver aux hôpitaux, il y avait ensuite d'alerte rouge des conditions de circulation dantesques et qui rendaient très difficile l'arrivée à l'hôpital, la relève des équipes. Et on peut dire que les personnels ont pris des risques importants pour rejoindre leur affectation. Il y a une vraie solidarité parce que ceux qui sont en place pendant 72 heures, je vous assure,
ils restent. Et ils attendent la relève, et des fois, il y a du retard, et ça, c'est vraiment à souligner, hein. Il n'y a pas de résilience sans une forme, évidemment, de solidarité. Juste un chiffre, peut-être, parce que ça parle beaucoup. Si on regarde les effets conjugués de Garance et de la crise du chikungunya, dont je n'ai pas trop parlé, mais il y aura sûrement des questions, on est aujourd'hui à 600 déprogrammations de patients depuis 3 mois. Évidemment, c'est des patients qu'il faudra reprogrammer avec des conditions également sur les blocs opératoires, une crise hydrique, une hygrométrie, c'est-à-dire un niveau d'humidité qui est perturbant par rapport au bloc opératoire. Donc on travaille évidemment avec la communauté médicale, la communauté hospitalière, sur des projets d'augmentation capacitaire, notamment en médecine, qu'on se fait fort évidemment de mettre en œuvre très rapidement, en tout cas dans l'année qui arrive. Ouais, merci Lionel. S'il y a des questions ou des rebonds sur chikungunya, possiblement en effet, le trait d'union, quand on parle de résilience, solidarité, c'est quand même force des équipes, force du personnel. Quand Rodrigue parlait tout à l'heure du personnel qui bravait les barrages pour venir au boulot, ou là, les conditions météorologiques, bravo aux équipes. Eric, la Guadeloupe, depuis 2017, alors je n'ai pas tout l'historique, mais des crises, des événements, il s'en passe un bon nombre depuis l'incendie. La situation Covid était encore plus tendue là-bas qu'ailleurs. Illustre-nous peut-être via le sujet informatique, Eric, ou d'autres sujets, comment tu vois les choses et comment tu vis les choses et comment les équipes de Guadeloupe vivent les choses en termes de crise. Alors, ce qui est intéressant dans nos établissements ultramarins, c'est qu'on vit à peu près les mêmes réalités. C'est-à-dire qu'on est sur des territoires qui sont fragiles, sur des territoires qui sont exposés à des situations climatiques. On est sur des territoires où on est également exposé à des tremblements de terre. Et ce qui est le plus régulier, c'est quand même les tremblements de terre sociaux, comme ça a été décrit en Martinique, mais comme ce que l'on vit aussi en Guadeloupe régulièrement. Quand on dit un tremblement de terre social, ça veut dire, par exemple, un blackout sur l'électricité. Donc, plus du tout d'électricité sur l'île pendant plusieurs jours. Vous imaginez ce que ça peut donner comme conséquence sur un établissement hospitalier. Alors, bien évidemment, on a la possibilité de prendre le relais, on a des équipements, mais les patients qui sont à domicile, on fait comment? Il n'y a pas d'électricité non plus chez eux. Donc ça met en danger le patient, ça met en danger tout le système de soins. Et c'est vraiment ce qui caractérise peut-être malheureusement le plus nos établissements de santé ultramarins. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans l'Hexagone. Mais chez nous, c'est une récurrence des crises et surtout des crises qui se compliquent, qui se renforcent les unes les autres. Alors je vais partir juste de dernier exemple connu. Par le CHU de la Guadeloupe. J'aurais pu effectivement parler de l'incendie de 2017, qui a été un traumatisme pour l'ensemble des professionnels de l'établissement. J'aurais pu parler de la crise Covid et surtout de la crise vaccinale, qui a été un nouveau traumatisme pour la communauté hospitalière. Je vais repartir du dernier exemple, parce que quelque part, je trouve qu'il illustre bien un certain nombre d'enseignements. Le jeudi 20 mars, on a un shutdown informatique. Shutdown informatique, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça fonctionne, une seconde après, il n'y a plus rien. Ce n'était pas une attaque, hein. Non, c'était simplement 2 baies informatiques qui fonctionnaient en miroir, qui avaient vocation à stocker un certain nombre de bases de données et d'applicatifs, et qui fonctionnaient en miroir pour que l'une prenne le relais de l'autre si l'une tombait en panne. Le problème, c'est qu'elles sont tombées en panne toutes les deux en même temps. Et donc, bien évidemment, là, on se retrouve dans une situation un peu compliquée parce que sur ces baies informatiques, il y a certes un certain nombre d'applications administratives de gestion, mais bon, ça, OK, on fait face. Mais par contre, il y a aussi des applications qui sont essentielles, vitales pour la prise en charge du patient, notamment des applicatifs du laboratoire, donc toute la biologie. Il n'y a plus d'accès possible aux examens de manière numérique. De la pharmacie, ça veut dire qu'il n'y a plus d'accès possible aux approvisionnements de manière automatique et numérisée. Les chimiothérapies, c'est plus possible. On n'a plus aucun historique des chimiothérapies qui ont été faites. Et évidemment, chez nous comme ailleurs, les patients sont suivis dans le cadre de cures, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a plus d'historique, on n'a plus d'accès. Et surtout, on ne sait pas quand on va à nouveau avoir accès à nos bases de données, à nos applicatifs. C'est ça qui crée le plus l'inquiétude, l'interrogation, parce qu'on met en place, on a cette capacité et
comme Lionel, je ne peux que souligner le courage des professionnels de nos établissements. Donc on sait faire, mais lorsqu'on a affaire à une crise dont on ne sait pas combien de temps elle va durer, c'est beaucoup plus compliqué. Alors bien évidemment, on va déclencher le plan blanc et on va déprogrammer tout ce qui peut être déprogrammé, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, parce qu'après les patients, il faut bien les reprendre. Mais en tout cas, on va déprogrammer de façon à se centrer sur les prises en charge vitales, sur l'urgence. Mais même en faisant ça, on a quand même mobilisé de manière maximale, alors bien sûr les personnels informatiques, mais tous les professionnels du soin, puisque bien évidemment, le risque, c'est de prendre en charge un patient en n'ayant pas les bonnes données biologiques nécessaires à sa prise en charge ou en ne pouvant pas accéder au traitement dont on a besoin pour le prendre en charge. Et ça crée du stress auprès de l'ensemble des professionnels, des médecins bien évidemment, mais aussi des infirmières, des aides-soignantes, etc. Et surtout, on ne sait pas à ce moment-là combien de temps la crise va durer. Concrètement, puisqu'en fait, il s'agissait simplement... Alors, en plus, ce n'était même pas un problème financier. Pourtant, des fois, ça explique bien des choses sur nos établissements, mais là, ce n'était même pas le cas. Le coût du remplacement des disques, 2 000 €. Le problème, c'est que les disques, ils ne sont pas en Guadeloupe. Il faut aller les faire venir soit de métropole, soit des États-Unis. Ça prend au moins une semaine. Et une fois qu'on a les disques, qu'on les réinstalle sur nos baies informatiques, il va nous falloir encore une semaine pour que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte à ce moment-là que les versions informatiques que l'on utilise sur l'établissement datent parfois de 4, 5, 6, 7, 8 années. Elles ne sont plus utilisées nulle part ailleurs, hein. Donc même quand on fait appel aux éditeurs, c'est extrêmement complexe pour eux de remonter les bases de données parce que ce sont des logiciels qu'ils n'utilisent plus. Et donc ça montre bien toute la fragilité de nos établissements, là, à travers cet exemple informatique. La grande difficulté à laquelle on a été confronté, c'est celui des chimiothérapies. Pour le reste, on a fait face, mais sur les chimiothérapies, et juste pour illustrer mon propos, on se retrouve quand même au bout de 15 jours, on n'arrive toujours pas à récupérer les historiques. Ce qui fait que on a à nouveau un applicatif qu'on peut initialiser, donc on peut prendre en charge de nouveaux patients, mais les anciens patients, on n'arrive pas à les prendre en charge. Le problème, c'est qu'on est sur un territoire, on ne peut même pas envoyer nos patients ailleurs, puisque si on les envoie sur un autre établissement, on les envoie sans l'historique. Donc, autrement dit, les autres établissements ne peuvent pas non plus prendre en charge. Concrètement, on est sur des territoires où il n'y a pas nécessairement de plan B. Donc l'anticipation, elle est plus que nécessaire, et même si on est habitué à toutes les gestions de crise possibles et imaginables, il y a des moments où c'est un peu compliqué. Alors les enseignements qu'on peut tirer de ce qui s'est passé. Bien sûr, au bout de à peu près 20 jours, on est revenu à peu près à la normale. Les disques durs ont été changés, on a upgradé les versions, on est même revenu à un niveau peut-être un peu plus sécurisé que celui qu'on avait avant. Mais est-ce qu'on est allé jusqu'au bout du travail que l'on devait faire? Alors, sous le plan du système d'information, c'est évident que non. Parce que là, on va intégrer bientôt le nouveau CHU. On a un investissement d'à peu près 50 millions d'euros sur le système d'information du nouveau CHU. Mais concrètement, si on n'a pas de stratégie informatique, si on n'a pas une politique d'achat qui sécurise les mises à jour de manière régulière, si on n'a pas un management des équipes informatiques qui permettent de s'assurer que le job est fait, évidemment, on peut mettre 50 millions d'euros sur la table, ça ne changera pas grand-chose en termes de résultats. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, on aura les mêmes crises. Donc, je vais prendre juste une métaphore qui, moi, me parle en termes de résilience. Vous êtes tous concernés par le soin. Demain, vous comme moi, on peut avoir un mal de tête, on peut avoir des problèmes de peau, on peut avoir des problèmes digestifs. Si, pour régler chacun de vos problèmes, pour les problèmes de maux de tête, vous allez prendre éventuellement un antalgique, ça va aller mieux. Problème digestif, vous allez voir éventuellement un gastro, si vous y avez accès, et puis on va régler votre problème de gastro. Et puis dermato, pareil, on va vous donner le traitement. Mais en fait, on répond par une solution chaque fois à un symptôme. Si vous avez un problème de fond, qui n'est pas simplement une addition de symptômes, vous ne réglez pas votre problème. Imaginons que ce soit plus grave et que vous ayez par exemple un cancer.
le fait d'avoir pris un Doliprane, d'avoir réglé votre problème de peau et éventuellement votre problème digestif ne va pas régler votre problème de cancer. Et bien là, on est dans la même situation. C'est exactement ça. On peut penser que le problème informatique, c'est un problème de l'informatique, mais pas du tout. C'est un problème systémique. Ce qui veut dire que la résilience passe évidemment par la gestion de crise, mais au-delà de la gestion de crise, que l'on sait faire, pour le coup, ça fait vraiment partie, comme le dit Lionel, de notre ADN. Mais par contre, ce qui est essentiel, c'est de passer à un niveau de résilience systémique, de façon à ce qu'on ait une analyse complète de l'ensemble des risques. Et les risques, ils sont majeurs, ils sont environnementaux, ils sont sociaux, ils sont économiques, ils sont liés aux approvisionnements. On est, pour nous, à 8000 km de l'Hexagone. Pour la Réunion, ça encore un peu plus loin, et la Guyane aussi. Ça veut dire qu'il faut du temps pour avoir des réponses. Et on n'a pas, sur nos territoires, toujours les plans B qu'on peut mettre en place. Donc cette analyse et cette résilience, si on veut qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit systémique et non pas au coup par coup, ce que l'on sait faire, mais il faut qu'on upgrade encore notre niveau de capacité pour faire face à toutes les difficultés auxquelles on est confronté. Merci Eric, c'est une bonne transition. Une bonne transition avec les propos peut-être de la DGOS qui est toujours, comme nos ARS respectives d'ailleurs, mais DGOS qui est toujours à nos côtés pour nous soutenir, nous accompagner. Au regard de toutes ces crises, on a du contact direct avec vous. On est preneur, Bastien, du regard de la DGOS. Merci beaucoup, bonjour à tous et tous. Effectivement, quand on est à la DGOS, j'allais dire au ministère de manière générale, et qu'on parle de crise dans les territoires ultramarins et dans les CHU ultramarins, il faut qu'on prenne deux constats. Un, j'allais dire les différents risques et les différentes typologies de vulnérabilité auxquelles sont exposés les territoires ultramarins. Et deux, faire le constat qu'on est à 8000, 10 000 km d'écart, qu'il faut le prendre en compte et avoir la modestie aussi de le dire côté ministère, qu'on connaît sans doute moins bien ce qui se passe côté territoire ultramarin. Et partant de là, avoir aussi la modestie de se dire comment, côté ministère, on peut appuyer des territoires qui font face à des situations telles qu'elles ont pu être présentées. On a deux modalités d'intervention là-dessus. Sur un diptyque, j'allais dire, vous avez beaucoup parlé d'adaptation, de possibilités d'adaptation des CHU sur les différentes crises auxquelles vous êtes confrontés. Le ministère, j'allais dire, se positionne dans ce diptyque sous le mode du soutien, sous deux angles. Un soutien, j'allais dire, en période de crise. Là, je parlerai à la place de mes collègues du centre de crise sanitaire, mais c'est de dire, en période de crise, le ministère est en soutien, j'allais dire, de projection matérielle, de projection humaine, pour vous permettre, j'allais dire, d'absorber l'onde de choc la manière la plus rapide qu'il soit, mais vous laissez, j'allais dire, la possibilité, en tout cas l'exercice de la gestion du front, et nous de pouvoir, j'allais dire, vous appuyer au maximum sur ces périodes aiguës. La deuxième modalité d'intervention du ministère, qui est toujours de la même manière sur ce soutien, c'est un soutien au long cours. On parle de résilience. Parler de résilience, c'est aussi se dire comment on réduit les vulnérabilités des territoires et des établissements. Il faut qu'on puisse prendre acte, effectivement, qu'il y a des vulnérabilités particulières dans les territoires ultramarins, et qu'on puisse aussi prendre acte côté ministère de fait de dire comment on travaille à la réduction de ces vulnérabilités. C'est le travail, nous, qu'on fait au quotidien. Alors là, je parlerai de choses moins chaudes et moins aiguës que les éléments que vous avez pu présenter, mais c'est les travaux sur l'attention qu'on peut porter aux modalités de financement des établissements ultramarins, avec par exemple considérer les difficultés de recours à l'emprunt, par exemple, et donc l'attention qu'on peut porter sur des modalités de financement, sur de la gestion RH, et sur le fait, par exemple, qu'on ait pu avoir des modalités, par exemple, de recrutement des PADU ultramarins qui soient différentes, enfin en Outre-mer, qui soient différentes de ce qu'on fait au niveau national. Vous l'avez dit aussi, Madame la Directrice, sur l'accompagnement dans la création du CHU, de pouvoir se dire, côté ministère, qu'on engage aussi du temps humain aux côtés des acteurs locaux, j'allais dire, pour pouvoir faire aboutir des projets structurants de cette nature. Donc, je pense qu'il faut qu'on conçoive cet appui sur ce mode du soutien qui n'est pas terminé aujourd'hui. Il faut qu'on continue à travailler là-dessus, mais c'est comme ça qu'on doit concevoir les choses. Deuxième point, peut-être se dire que, parlons de vulnérabilité et de résilience, on n'a peut-être pas terminé le chemin. Alors je ne dis pas que tout ce qu'on a fait aujourd'hui est terminé, mais on peut peut-être aussi viser plus loin. Ce que vous disiez aussi, on parle aujourd'hui de territoires ultramarins en considérant que ce sont des territoires isolés. Alors certes, ils sont loin de Paris, mais il faut arriver à un moment à se dire que ce ne sont pas forcément que des territoires isolés et loin de Paris, à 8000, 10 000 km, avec des difficultés de projection de renfort dans le court terme. Il faut qu'on arrive, je pense, c'est le travail qu'on fait côté ministère, à pouvoir élargir la palette pour diminuer les vulnérabilités, qui, à mon sens, part des sujets de coopération de manière large, et je dirais sur deux axes.
un axe, j'allais dire, de solidarité nationale. Alors je parlerai plus de Mayotte, parce que je connais un petit peu plus ce territoire, mais dire qu'aujourd'hui, on engage un processus de solidarité nationale qui doit permettre, j'allais dire, de rompre à un moment avec cette crise structurelle que peut connaître le centre hospitalier Mayotte, qui n'est pas un CHU, mais du coup qui peut être confronté à des difficultés semblables. Et donc, on a ces modalités, j'allais dire, qui peuvent permettre sans doute, je l'espère, de pouvoir diminuer les vulnérabilités. Deuxième point, travailler sans doute aussi sur des coopérations internationales et régionales. Et se dire aussi que, l'isolement n'est pas... Oui, il y a un éloignement de Paris, mais non, il faut se rappeler qu'on a un environnement régional qui existe. Le ministère est là aussi pour travailler sur ces sujets de coopération internationale. Il y a des appels à projets, un appel à projet qui est lancé depuis une dizaine d'années pour le soutien des coopérations hospitalières à l'international. On a sans doute un enjeu aussi, on en discutait avec les directeurs généraux d'ARS ultramarines, de renforcer les sujets de coopération régionale. Je ne dis pas que demain, via ces coopérations régionales, on aura, j'allais dire, des plans B comme vous pouviez les rechercher, mais sans doute, encore une fois, une diminution des vulnérabilités qui permettent de ne plus que se concentrer que sur les difficultés les plus prégnantes. Et donc, je pense que c'est sur ces sujets-là qu'on doit travailler. Dernier point, et ce sera peut-être ma conclusion, effectivement, on parle de crise et de résilience sur les territoires ultramarins. C'est sans doute intéressant de se dire aussi que vous êtes confronté à des risques particuliers, à des aléas particuliers côté ultramarin, mais sans doute que ça concerne déjà, et ça concernera peut-être encore davantage à l'avenir, les autres établissements en hexagone. Ne pas dire effectivement que les territoires ultramarins sont des laboratoires, c'est faux. Il ne faut pas qu'on renvoie l'idée qu'on testerait des modalités de mise en œuvre dans les territoires ultramarins de certaines organisations particulières. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est de se dire vous êtes confronté à des expériences qui sont quand même très spécifiques, dans lesquelles vous êtes obligé d'inventer régulièrement des modalités de mise en œuvre et d'adaptation. Charge à nous aussi de pouvoir, faire en sorte que ces expériences soient partagées. Je pense que c'est le rôle aujourd'hui d'une table ronde comme celle-ci, de pouvoir partager avec l'ensemble des collègues ce qui peut se faire. Notre rôle aussi, côté des GOS, sur un travail d'animation territoriale, à partager encore plus et à faire en sorte qu'on ne réinvente sans doute pas pour des crises successives, des modalités qui ont déjà été mises en œuvre. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous, merci de votre présence. Le côté frustrant, c'est qu'on ne peut pas prendre de questions parce qu'il y a du timing. Il y a une remarque, mais c'est une remarque très courte, 10 secondes. Alors, viens, on prend un micro. J'étais sûr qu'il allait parler. Thierry Largène, directeur des centres hospitaliers du Saint-Esprit et du François. Alors merci pour ces interventions. Alors vous avez parlé de résilience, mais je pense qu'il y a un terme qu'il faut ajouter, c'est l'innovation. Parce que sans les hôpitaux de proximité, il n'y a pas de CHU. Donc, et c'est d'ailleurs encore plus prégnant en situation de crise. On a un PGTH, SS, acronyme un peu barbare, qui consacre le plan de gestion des tensions hospitalières, modifié par la loi de 2004, et qui renforce le rôle des hôpitaux de proximité. Donc il est important dans le parcours de soins classique, y compris dans le parcours de soins critiques, en situation de crise, de coordonner les hôpitaux. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes sur des territoires outre-mer en situation d'insularité. Ça veut dire que la supply chain, les possibilités d'approvisionnement sont assez compliquées en situation normale et a fortiori en situation de crise. Donc pourquoi ne pas envisager des coopérations caraïbéennes ? Parce que 8 à 10 000 km, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est quand même assez long comme parcours. J'ai fait un peu plus de 10 secondes, mais pardonnez-moi. Parfait, voilà. Merci pour cette conclusion. Bon appétit à tous, bonne journée.